Est-ce que tu penses que ça va pas gêner les gens de faire une rétrospective de 2024 en février? Parce que tu vois, c'est comme la bonne année, là, on peut plus la souhaiter, hein. Non, je trouve qu'au contraire, c'est le meilleur moment parce qu'on a pris du recul sur 2024. On n'est pas comme des requins à attendre le 1er janvier pour sortir notre rétrospective. On peut prendre le temps justement pour découvrir potentiellement les films qu'on a loupés en fin d'année et les apprécier autrement. 100K. Oh, t'es mort? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Et aujourd'hui, on est en 2025, mais on va parler de l'année 2024. Et pour faire cette rétrospective de nos pépites et nos coups de cœur, je suis avec Damien. Salut Damien, ça va? Oui, ouh, ouh, ouh. Je fais la musique Donc de tu Doctor Who vas vu qu'on nous remonte parler dans le de temps. Doctor Who. Exactement. Waouh, on s'y croirait. Tu fais pas, c'est pas toi qui as fait les effets spéciaux pour Doctor Who? Non, j'aurais Dans les... trop passé mon temps à poursuivre les docteurs. Eh ben écoute, dans cet épisode, on va faire d'abord nos pépites, donc ça va être que du love, que du bonheur, et puis dans l'épisode 2, on parlera d'Arcane. Donc, non, on va parler de nos déceptions. Et Oh là là, cette année, il n'y avait pas eu encore eu d'attaque terrorisme en France et Louis, tu as initié la première. je te propose que d'abord tu nous parles de comment tu as trouvé l'année 2024 cinématographiquement et sériellement aussi, parce qu'on va parler, on va faire un peu une exception, on va parler de séries aussi. Bah, mon année 2024, enfin l'année 2024 cinéma et série, je l'ai trouvé bien chargée et je l'ai trouvé chargée avec que des bonnes choses en fait. C'est assez rare. 2023, c'était vraiment une année d'exception à mes yeux. Je trouve que 2024 derrière arrive et qu'il tient le rythme. Le problème pour moi, ça va être surtout bah moi en fait parce que je suis un peu passé à côté de mon année 2024 au cinéma. Donc il y a énormément de films que je voulais voir, malheureusement que j'ai pas vu. Des films dont, comme d'habitude, je dis à tout le monde ce film va être trop bien. Le film sort, j'ai pas le temps de le voir et tout le monde revient me voir en me disant ah ce film faudrait que trop t'ailles voir et je suis en mode oui oui je sais je vous l'ai dit qu'il était trop bien mais j'ai pas encore eu le temps. Du coup bizarrement en 2024 il y a plein d'excellents films qui sont sortis mais j'en ai vu très très peu et ça me fait c'est ça un peu qui me gêne justement de faire un top éventuellement 2024 même si là on va pas faire un top vu qu'on va pas faire notre 1 2 3 on va pas faire notre classement mais je trouve ça toujours gênant en fait quand tu arrives vraiment à la sortie d'une année de faire automatiquement ton top parce que tu sais que tu as loupé des films et tu sais que c'est des films que tu vas pouvoir rattraper que l'année suivante. C'est pour ça que le fait de prendre un petit peu de recul, comme là on fait, j'aime bien. Parce que ça me laisse janvier pour attraper les films que j'ai loupés et que je voulais absolument voir. Ouais, c'est pas plus mal. Alors, on va le faire de manière assez fluide. Et fluide, ça veut dire qu'on n'a rien préparé, hein, mais c'est un mot stylé pour le dire. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai trouvé que c'était chargé. Après, parce qu'il y a eu beaucoup de films, et c'est une année même qui a bien marché au niveau du cinéma, ne serait-ce que mondialement, et puis aussi au niveau des salles en France. Et moi, bah, j'étais au Québec, donc j'ai pu voir que ça a bien marché. Il y a eu beaucoup de bons films québécois, euh, notamment cette année et surtout l'année dernière, en fait, qui se sont pas mal exportés. Et en France, on a eu quand même bah, des succès commerciaux et critiques. Bah, notamment avec le Comte de Monte Cristo qui a marché à Ouais. l'international. Emilia Pérez, qu'importe sa situation Emilia actuelle. Pérez, ouais, effectivement, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Je sais pas si toi tu l'as vu, Moi mais non c'est dans plus, les ça films fait que je partie de dois mes rattraper. loupés. Et ben voilà. Alors, disclaimer, donc non, on va pas parler d'Emilia Pérez parce qu'on l'a pas vu. Et il y a aussi le, les graines du figuier sauvage que j'ai pas vu et donc on pourra pas en parler. Je sais que j'ai très envie de le voir. Et le film de Wang Bin aussi, mais bon, Un film on que peut j'ai pas tout vu, voir mais malheureusement. dont je parlerai pas, c'est Tatami, qui était vachement bien. Je sais pas si Ah tu l'as oui, vu. j'ai très envie de le voir. Non, je l'ai pas Eh vu, ben, il ça est a trop l'air pas cool. mal. Voilà, donc là, c'est tous les films dont on va Pas pas parler. parler parce qu'on ne peut pas malheureusement de tout voir et tout parler. Il faut aussi casser ce mythe que les gens voient tout. Mais de quoi tu as envie de parler, toi, Damien? Parce que moi, je ne sais pas, je vais le découvrir avec toi, même si je me doute un petit Alors, peu. il y a un film, je trouve que c'est une très bonne introduction, parce que c'est un film qu'on a déjà évoqué dans une des chroniques, mais on l'a pas creusé, même si toi tu l'avais évoqué, parce que j'avais pas encore vu. Et le film, c'est justement Le Robot Sauvage, The Wild Robot de Chris Sander, que j'ai enfin vu entre-temps, et que j'ai trouvé absolument génial. Et l'avantage, c'est que j'ai pu le rattraper en fin d'année, et on retrouve énormément des thématiques qu'on évoquait déjà dans Lilo et Stitch. Waouh, c'est incroyable, on fait un lien sur un ancien podcast. Est-ce qu'on ficelle super bien les émissions, Louis?
Non, mais on est trop des génies du marketing. Mais du coup, ouais, j'ai été époustouflé par tout ce que le film arrive à dire dans son format, dans sa gentillesse, tout ce côté de robot qui est programmé pour faire une seule tâche, qui va se retrouver avec un enfant, où pour tout le monde, ça semble logique d'avoir un enfant, mais pour notre robot qui s'appelle Rose, c'est une nouvelle tâche auquel elle n'était pas préparée. Et toute cette histoire un peu de famille brisée, recomposée, monoparentale, c'est des trucs qu'on avait déjà dans Lilo et Stitch, mais là, il s'y prend d'une façon totalement différente et il le fait avec quelque chose qui est extrêmement, enfin il le fait à la perfection parce qu'il le fait vraiment de l'enfant est petit, comment tu fais quand tu viens de recevoir un enfant et que t'étais pas prêt pour ça, avec l'enfant a grandi, maintenant il vole de ses propres ailes, comment tu fais pour en fait derrière te réapproprier ta vie, celle que tu as dédiée à une autre personne. Et il y a déjà l'animation, elle est incroyable et DreamWorks l'avait déjà prouvé avec le Chapeauté 2 et l'histoire est tout aussi incroyable. Actuellement, DreamWorks, je trouve qu'en animation, ils sont sur une bonne pente. Ils font genre 2 films ratés, un bon film, mais enchaîner d'une année à l'autre le Chapeauté 2 et le Robot Sauvage, c'est époustouflant. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez touchant. J'ai trouvé peut-être que ça manquait un peu de silence. Au début, j'aurais aimé que les animaux parlent pas. Et ça m'a un peu choqué quand on les voit qui commencent à parler vite, etc. Mais bon, après, c'est un film aussi qui est destiné à un grand public, donc ça peut être assez dur. Mais ouais, vraiment touchant. Et puis en plus, ça parle de l'humanité des robots dont on va de plus en plus sans doute entendre parler. Et ça arrive à remixer un peu beaucoup de thèmes qui existaient déjà, mais de manière assez Et poétique. j'ajoute en disant que sa musique est magnifique. Il y a surtout un thème qui est un peu fractionné dans tout le film. Je sais pas lequel thème c'est exactement, mais c'est une musique que tu entends beaucoup au moment où justement l'oiseau prend son envol. Et tu sais, elle est à fond et tout. C'est le moment où elle est omniprésente. Et t'es en mode, ok, ça va miser sur l'émotion. Bah oui, moi je suis allé à ce moment-là parce que la musique était vraiment trop bien. Et ça tombe bien parce que la musique, elle est citée justement aux Oscars pour meilleur son. Et bon, meilleur son, c'est pas exactement musique, mais meilleure musique. Ça veut dire que je suis très content pour le compositeur qui a fait un excellent travail et qui s'appelle Rio. J'ai plus son nom, je crois que c'est Chris Bauer. Voilà, donc une team de Chris qui a fait un excellent travail. Tu vas enchaîner sur un autre film, Louis? J'allais te demander si t'avais vu Flo, parce que tant qu'on est que dans le cinéma d'animation, qui a bien marché aussi Oui, cette année, que moi j'ai trouvé dommage un petit alors, peu. j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je sais qu'il est mis beaucoup en rivalité avec le Robot Sauvage. Alors déjà c'est un studio indépendant, donc c'est moins techniquement beau. Moi je trouve que c'est un film qui est dommage, mais on en parlera peut-être plus tard, mais comme tu l'évoquais, je voulais aussi dire que je ne parlerai pas de Zone of Interest et Pauvre Moi non Créature, plus. parce que je les ai vus en 2023 en fait, donc ils étaient dans mes tops en 2023, et ils auraient sûrement été dans mes tops là. Moi, ils étaient très hauts dans mon classement. Si on avait fait un top pur et dur, ils étaient dans mon top 10 et ils étaient, normalement, si je me trompe pas, ils sont en dessous du palier, ils sont dans le top 5. Mais ça m'intéressait pas d'en parler parce que j'en ai beaucoup parlé l'année dernière et j'ai découvert d'autres choses au début du mois de janvier qui étaient plus intéressantes. Bah, moi, c'est surtout que je me rends compte que dans ce dont j'ai envie de parler, en fait, c'est vraiment des trucs basiques dont tout le monde en a déjà parlé. C'est pour ça qu'aussi, j'avais mis Anora dans ma liste de mes films préférés. Mais bon, elle a eu la Palme d'Or, je pense qu'elle a pas besoin de moi, de Sean Alors que j'ai Baker. loupé aussi. Ouais, du coup, qui est un très bon film, qui est drôle et en même temps qui est assez classique et qui peut paraître dans sa réalisation assez classique, mais en fait qui est plein de subtilités. Et du coup, ça parle d'une travailleuse du sexe. Et donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le regarder. Je vais pas m'étendre plus parce qu'on peut... Enfin, on en a parlé. Et pareil, tous les autres films que j'ai mis, vous verrez tantôt, ça va être des films, je suis sûr, les Inrocks, ils les ont mis dans leur top 10, quoi. Ça correspond complètement à des films qui ont bien marché à la critique. Et du coup, je voulais défendre un film qui s'appelle I Saw the TV Glow. Je sais pas si tu l'as vu. Et alors moi, je l'ai découvert vraiment par hasard, parce qu'une amie a proposé de regarder ça. Et donc, c'est de Jane... Alors, je vais pas écorcher son nom, Schoenbrunn. C'est assez indé comme type de réalisation. On sent que les acteurs sont un peu cabotinants, je trouve. Mais en même temps, ça a plein de volonté. C'est peut-être du A24. Ouais, mais par rapport aux autres productions, je pense que ça a moins d'argent que les autres films de A24. Mais en tout cas, c'est une proposition assez intéressante et qui est peut-être moins normée que les autres productions d'A24, où il y a quand même un cahier des charges
de l'originalité pour l'originalité, je trouve, et là, c'est pas le cas. Et enfin bref, et la réalisatrice, j'avais jamais vu ce qu'elle avait fait, et donc c'est un film un peu méta, on va dire, où c'est comme des personnages qui se voient dans un show télé, ils deviennent passionnés par un show télé, et en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils voyaient, c'était leur réalité, et qu'en fait, ils sont une espèce de matrice. Et en gros, j'allais dire, c'est une espèce de Matrix, mais queer, parce que ça parle de transidentité. Mais vu que Matrix, ça parle déjà un peu de transidentité, on va dire que c'est un Matrix, mais avec une esthétique un peu plus... Enfin, il n'y a pas de combat et tout, hein, tu vois, mais il y a un côté ce méta, on vit un peu plus indé. Voilà, c'est comme si Matrix avait été fait par de l'indé, et c'est assez chouette. Ouais, plus à 24 à ses débuts, alors que c'était pas... Enfin, c'était plus le truc gros qu'on connaît, quoi. Si je me trompe pas, le point de départ, c'est genre, ils ont vu une émission d'enfants à la télé. C'est ça qui s'appelle The Pink Et en Opaque. fait, ça reprend les différents ARG, dont un qui est très connu, dont j'ai plus le nom, qui s'appelle Cove Machin, qui est en gros... un ARG, c'est un phénomène un peu sur Internet. ARG pour Alternate Real Game. Et en gros, c'est un truc généralement sur lequel vous allez tomber sur Internet. Vous allez voir une vidéo, mais en fait, c'est un jeu de pistes qui est mis en place par personne. Souvent, ça prend le format d'une web-série. Et du coup, tu avais cette série qui a donné notamment une sorte d'adaptation parallèle d'une véritable série qui s'appelle Channel Zero et qui reprenait ce truc parce que le point de départ, c'est que tu as des enfants qui ont vu une émission pour enfants qui était diffusée chez eux, mais bizarrement, leurs parents ne s'en souviennent pas. Tous les enfants ne l'ont pas vu, il y a seulement certains qui l'ont vu et qui s'attachent énormément à retrouver d'où vient ce truc. Ouais, ça parle d'hallucination collective. La série dans le film s'appelle The Pink Opaque, et du coup il y a un côté un peu horreur, tu vois, on voit que c'est un truc de carton-pâte et tout, et du coup il y a une espèce de mélancolie étrange, et le film est assez dérangeant, quoi. Si tu veux, t'es un peu hypnotisé, et à la fin tu te sens pas très bien, quoi. Faut être dans un bon mood pour le regarder. Et en même temps, il y a des trucs qui font un peu premier film. Alors, c'est pas son premier film, mais je trouve que les acteurs, bah, c'est toujours dur quand c'est des jeunes, mais je les trouve pas hyper bons. Ils sont un peu... Mais ça participe à cette étrangeté, et je trouve ça assez chouette. Voilà, c'est un film que j'avais envie de défendre parce qu'il a pas trop bien marché, et je pense pas qu'il soit dans mon top 10, mais... Oui, il a été très mal allez le voir, distribué en France. Est-ce que tu veux enchaîner sur un autre film ? Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué cette année, mais dont je ne parlerai pas, qui est le premier film de Zoé Kravitz et qui est Blink Twice. Et en fait, je l'évoque parce qu'avec une amie, on était en pleine affaire Pellico, et en fait, on voulait aller voir un film qui était entre guillemets léger au cinéma, et on allait voir celui-là, et c'était, je dirais pas littéralement l'affaire Pellico, mais en tant que horreur proche de la modernité, tu fais pas mieux. Du coup, je vous ai choisi un autre film qui a la particularité d'être sorti en France et quasiment dans le reste du monde en 2023, qui est sorti en décembre 2023 durant 2 jours et qui est ressorti en France en janvier 2024. Ouais, tu triches. Hein. Et ben, il est sorti en salle en janvier 2024 et avec une vraie programmation, cette fois pas en cours. Et j'ai enfin pu le voir parce que j'en suis extrêmement fan, parce que moi j'ai pris énormément les kaiju et donc le film que je voulais évoquer, c'était Godzilla Minus One. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui l'ont déjà vu. Moi, j'ai découvert Godzilla quand j'étais tout petit avec le Roland Emmerich, que j'aime beaucoup, c'est un de mes films doudou. Il y a aussi la série animée que j'aimais énormément et qui est l'une des premières séries animées où j'ai vu... où dedans il y avait une intrigue qui se suivait et j'arrivais à la suivre, et ça c'est un des trucs, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est bien d'avoir un dessin animé qui a des épisodes qui se suivent, enfin qui ont une narration qui au bout fait sens, au lieu d'avoir juste des épisodes diffusés comme ça avec chaque épisode sans raison. C'est aussi pour ça qu'à mon avis j'ai adoré Yu-Gi-Oh, parce que Yu-Gi-Oh faisait exactement pareil. Mais enfin bref, du coup, je m'étais replongé dans les Godzilla avec la ressortie américaine du Gareth Edwards, qui était très cool, mal monté, mais très très cool avec sa technique du gigantesque qui est parfait. Mais oui, c'est vrai qu'ils l'ont censuré, non ? Ils l'ont remonté parce qu'en fait, de base, Godzilla devait apparaître lors de la bataille d'Hawaï. Et en fait, en plein milieu du film, t'as une montée de tension avec la première confrontation entre les deux kaiju. Et d'un coup, ça se coupe et tu te retrouves le matin avec les informations qui te disent qu'ils se sont affrontés. Et t'es en mode, mais... il manque un bout de film, et en fait au milieu du film ça fait très bizarre, mais à la fin ça fonctionne beaucoup parce que l'objectif c'était de cacher entre guillemets Godzilla avant son apparition finale, et son apparition finale la première fois que tu le vois en entier c'est justement quand les militaires sautent de l'avion,
traverse la couche de nuages et qu'il est en train de tomber et tu dis waouh, il fait vachement sombre et tu comprends que c'est pas de l'obscurité, c'est juste que t'es à côté de Godzilla et qu'il est vraiment immense. Ouais, et du coup, la découverte de Godzilla est tellement cool que je suis en mode au milieu c'est mal monté, mais je vous le pardonne. Mais c'est étonnant parce que ça traverse l'histoire, les remontages américains de Godzilla, c'est vraiment une histoire. C'est leur Enfin, spécialité. même le premier Godzilla, ça a été remonté. Mais j'ai quoi. Comme j'ai s'il y l'impression avait- que dès que t'as un truc qui vient du Japon, ils se disent qu'il faut le remonter parce que les Américains ils comprendront pas. Ouais, c'est ça. Et alors, je sais plus si c'était parce que c'était par rapport à la bombe atomique dans le premier. Et du coup, ils voulaient censurer ça. C'est etc. l'avantage des Godzilla et de Donc, beaucoup de films japonais, c'est qu'ils mettent en avant le problème de la mainmise des Américains. Et le premier Godzilla dans le premier film, en gros, il se réveille à cause de la radioactivité. Et indirectement, c'est à cause des Américains. Et du coup, les Japonais vont essayer de se débarrasser de ce monstre, qui est un peu une métaphore des conséquences post-Seconde Guerre mondiale et post-nucléaire. Et t'as un truc qui fonctionne tout aussi bien, fait par un réalisateur absolument génial et qui est à chaque fois... C'est drôle parce que c'est mon Godzilla, un de mes Godzilla le moins bien noté. Enfin, il est bien noté sur 10, il est autour de 7-8. Et quand tu me demandes c'est quoi mon Godzilla préféré, je te dis que c'est celui-là, mais par rapport aux autres, ils ont de meilleures notes. C'est le Shin Godzilla de 2016 de Hideaki Anno et de Shinji Higuchi. Dont un des deux a fait Evangelion et je l'adore. Et en fait, ce Godzilla là, il est lié à Fukushima. Et en gros, il part du truc. Il y a eu la catastrophe de Fukushima. T'as un Godzilla radioactif extrêmement dangereux qui apparaît et tu te retrouves avec tout ce noyau de politique qui essaye d'intervenir, avec les Américains qui arrêtent pas de pousser le premier ministre japonais, qui leur dit non, on va envoyer des soldats, on va lâcher une bombe. T'as un peu ce truc américain de dire vous inquiétez pas, on va t'as attaquer. vraiment ce truc, on peut relâcher une bombe nucléaire pour s'en débarrasser. Et t'es en mode non mais on sait que vous avez déjà frappé 2 fois ce pays, mais c'est pas une raison pour l'envoyer une troisième fois. Et c'est un film qui est extrêmement politique, que ce soit politique extérieure ou intérieure. Et c'est un film que j'adore. Et c'est marrant parce que je reviens sur Godzilla Minus One, c'est que le réalisateur, moi j'attendais rien de lui de base, quoi, parce que je sais pas si je crois que tu l'avais vu, mais il faisait plus d'animation, il a fait Dragon Quest en animé, et il a fait aussi, enfin le long métrage, et il a fait aussi Lupin 3 Ah oui, en 3D. j'avais vu. Voilà, celui donc pas. c'était pas... Enfin voilà, c'est sympa, mais voilà. Et oui, et pourtant il a sorti Godzilla qui était incroyable. Alors j'ai pas vu Oppenheimer, mais pour tous ceux qui ont vu Godzilla en 2023, tout le monde faisait la même blague qui était que la meilleure explosion nucléaire de 2023 c'était pas Nolan, c'était Godzilla. Et c'est vrai que j'ai rarement vu un Godzilla lorsqu'il tire être terrifiant. Parce que Godzilla, pour ceux qui savent pas, il a un laser lorsqu'il crache à une très haute température. Et en fait, l'explosion de son laser, ça fait une forme nucléaire dans Minus One. Et en fait, l'avantage de Minus One, c'est que tu as vraiment ce côté explosion nucléaire. Donc, du coup, tu arrives à revivre le traumatisme des Japonais qui se font frapper par une force de la nature incontrôlable. Déjà, l'introduction, elle est géniale sur cette île avec ce pilote qui refuse le lendemain. J'adore la scène d'introduction, je l'adore. Le lendemain, tu as l'armistice qui va être signé. Tout le monde sait que l'armistice va être signé, mais le Japon, pour garder la tête haute, demande aux kamikazes de continuer de se sacrifier, alors que les kamikazes savent que demain, en fait, ça servira à rien parce que la paix sera signée. Et t'as tout ce truc du gouvernement demande des ordres qui n'ont aucun sens pour le peuple. Il est génial. L'animation, elle peut être un peu particulier pour ceux qui sont trop habitués à un certain type d'animation américain, même si depuis quelques années ils sont absolument dégueulasses à cause des demandes des producteurs et des courtes durées et le fait qu'une personne se retrouve à faire quasiment un film entier en effets spéciaux. Mais c'est pas un hasard parce que Godzilla il est reparti avec justement l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et là c'était intéressant parce que j'avais vu un interview du réalisateur japonais qui disait en fait pour faire les effets spéciaux normalement quand tu prends le truc normal c'est t'as les gens qui sont en train de faire les effets spéciaux, s'ils ont besoin d'un détail ils appellent le producteur ensuite les redit et ensuite il regarde, il renvoie et t'as toujours ce truc là. Et là pour avoir sa vision à lui, ce qu'il a fait le réalisateur c'est qu'il était avec les gens dans le studio des effets spéciaux. Comme ça, ils n'avaient pas à avoir cet appel et ce ricochet. Oui, il y a moins de... Voilà, il y avait plutôt sa vue quoi. directement. Et c'est un peu indirectement ce que faisait James Cameron sur les derniers Avatars, où il utilisait une sorte de modèle, une caméra avec un écran modèle 3D qui en fait retransmettait
une numérique de base de qu'est-ce que ça donnera sa caméra dans l'environnement. Ça permet en fait d'avoir déjà une vision de ce qui va se passer plutôt que de dire on fait faire ça et tout le reste on le rajoute en post-prod. Bon, moi je trouve que t'as quand même triché parce que c'est quand même sorti en 2023, donc oui, je te mais réinvite. il est ressorti en salle en 2024. En fait, Oui, enfin dans ce cas-là, on va parler des films de David Lynch qui sont ressortis, quoi. Ah non, c'est en 2025. mais là c'est différent. C'est vraiment pour le coup, pour moi c'est un truc qui m'avait énervé parce qu'il était sorti en décembre dans quelques cinémas. Que 2 jours, que 2 nuits, il y avait que 2 séances. Et du coup, en fait, c'était plus pour voir si ça marchait. Et c'est parce que ce test a marché qu'ils ont fait OK, on le sort officiellement en janvier. Et du coup, c'est vraiment en janvier 2024 que j'ai pu le voir en salle. Donc, sa sortie officielle France, c'est 2024. Bah écoute, du coup, je vais tricher aussi. Ah non, parce que le film, je crois qu'il est sorti en 2023 en France, mais moi, j'étais pas en France, donc je l'ai vu après. Ça te va? Ouais. Un point partout. S'il est sorti en décembre 2023, je le compte aussi en 2024. Non, en plus, je crois qu'il est sorti en février, mais je veux parler de L'Empire de Bruno Dumont. Ah ouais. Si tu l'avais. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai aussi loupé. Voilà, moi je trouve ça drôle. J'adore Bruno Dumont, j'adore Le Petit Quinquin et j'aime beaucoup de son univers. Donc voilà, il fait un truc un peu en mode science-fiction. Space opéra. Space opéra dans le Nord. Enfin, on retrouve aussi les personnages du Petit Quinquin. Je trouve ça super. C'est vrai que peut-être un peu... Enfin, c'est pas mon film préféré de lui et... À chaque fois, quand on revoit les inspecteurs, Carpentier du Petit Quinquin, que ça fait vraiment mouche. Mais j'adore vraiment la fin, qui part un peu en trip métaphysique. Et je vais pas forcément m'étendre dessus, parce que je pense que c'est un film qui va pas parler à tout le monde. Mais ça fait du bien de voir un autre type de personne, ou en gros... Alors Bruno Dumont, il a une technique très précise qu'il utilise dans quasiment tous ses films. C'est que les acteurs connus vont jouer des bourgeois, et les prolétaires vont être joués par des gens qui sont pas des acteurs. Et ce qui fait une espèce de différence entre les personnages comme ça, où il y en a qui sont très crus, presque réels, et t'as vraiment un travail sur les acteurs comme ça qui est hyper incroyable, et qui se ressent dans ce film-là, puisque là, c'est un peu les aliens sont joués par des gens très maîtres d'eux, tu vois, Camille Cotin, bon, Fabrice Lucchini, voilà, qui en fait des caisses, et des gens qui sont pas forcément acteurs, qui vont jouer les humains. Donc ils vont avoir un côté, tu vois, ils vont avoir l'accent du Nord, etc. Un côté beaucoup plus chaleureux. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien là-dessus, l'humour. Alors après, je pense que le film, il a plus marché que ce qu'il aurait dû, dans le sens où il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui s'attendaient à voir un Star Wars français. Voilà, Ouais. c'est pas du tout... Bruno pas Dumont. parce qu'il y a des sabres laser, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'il y ait un film d'action. Ouais, bah à ce moment-là, de toute façon, Camelot c'est plus un Star Wars que l'Empire de. de Dumont. Ah non, les flops, c'est pas maintenant. Non. Mais c'était pas en 2024. Ouais, c'est vrai. Si toi t'as un autre film ou une autre série, parce qu'on a dit qu'on Ouais, faisait des justement, tu viens de casser mon plot twist parce que justement j'allais attaquer les séries maintenant. séries. Ah pardon, désolé. Mais j'espère Non, mais c'est pas grave, tu Mm. me connais. Ça se prouve que tu me connais énormément. Moi, je parlais d'une série, plutôt d'un animé, pour être précis, et je vais parler de l'une de mes grandes passions, parce qu'on va parler super-héros. Alors, j'aurais pu parler du Batman The Caped Crusader qui est sorti et qui est très très cool. Je le conseille aux personnes si vous avez adoré la série Batman. Des années 90, même si on dit généralement 80, elle date de 90, je vous le conseille parce que c'est fait par la même équipe, mais ils travaillent différemment et t'as pas mal de situations qui sont des plot twists. Non, moi je vais parler de ma grande découverte parce que j'avais pas vu la saison 1 et techniquement ça c'est la saison 2, même si vous avez jamais vu la saison 1, vous pouvez l'attaquer par là. C'est X-Men 97. Qui vraiment m'a impressionné. Ça fait depuis des années qu'au niveau des adaptations Marvel creuse un peu sa propre tombe, et avec Marvel X-Men 97 il y a un truc de fraîcheur mais incroyable. La plupart des histoires qui sont adaptées dans la série, ce sont des histoires qui ont été écrites dans des comics dans les années justement 80, 70 et 90. Je l'ai fait dans le désordre parce que je suis un mec anarchique en fait. Et ils ont une modernité qui à l'époque avait soufflé tout le monde, et tu l'as encore aujourd'hui. Et par exemple, un truc tout con, mais Cyclope, pour moi, dans les X-Men, il a toujours été inintéressant, il a toujours été chiant. C'est J'ai vrai qu'il a toujours jamais été vu chiant, ouais. l'utilité du personnage. Et le premier épisode de X-Men 97, c'est le moment où, dans ma tête, je me suis dit,
putain, mais en fait, il est surpuissant. Et c'est le moment où tu te rends compte que la plupart du temps, un personnage est mal utilisé, que dans la plupart des films, il est présent juste pour être présent, et que ici, bizarrement, il prend cher alors qu'on est sur de l'animation. T'as des confrontations qui sont absolument géniales, notamment un moment où Magneto, pour commencer, en gros, ce qui se passe dans 97, c'est que Charles Xavier est mort. Cyclope veut reprendre l'école, sauf que dans le testament de Charles, la personne qui doit reprendre l'école, c'est Magneto. Et Magneto accepte de reprendre. Et le truc, c'est que Magneto, il fait pas confiance aux humains, il a vécu l'extermination, il a littéralement vécu un génocide, donc il les fait pas confiance. Et t'as une scène où justement, il se fait un peu Attends, tu juger. voudrais dire que un méchant qui aurait subi, son peuple a subi un génocide pourrait voudrait en le remettre en place. recréer? J'y crois pas. Ouais. Et ça, on le savait déjà dans les années 80. Merci Chris Claremont. Ouais, t'as tout un truc où il se fait juger, et j'aime beaucoup parce qu'il se fait juger entre guillemets à l'ONU, et il prend les personnes qui sont en train de le juger, il monte dans l'espace avec, et il leur dit que en gros, il refuse de laisser tomber les X-Men parce que Charles lui a fait confiance, qu'il porte un héritage, et il les maintient dans le vide, et il leur dit, alors je vous demanderai de vous non plus ne pas me laisser lâcher, sinon je ferai pareil pour vous. Et t'as ce truc de, je sais qu'on se déteste, je sais que ça va être compliqué, mais si on veut vivre ensemble, il faut qu'on fasse tous un effort pour vivre ensemble. Et t'as un moment où t'as un personnage qui va le trahir, qui va essayer de le tuer, et t'as toute une prise de conscience au moment où ils mettent un plan pour tuer les X-Men, où ils capturent Magneto, et Magneto est attaché en slip. C'est un truc je suis obligé de préciser parce que ça va être important. Et la personne qui veut les tuer n'est pas humaine. Et en gros, il y a une humaine qui l'aide, qui va aller voir Magneto et qui va essayer de justifier sa cause. Et en allant voir Magneto, elle va voir quelque chose sur son bras. Elle va voir le numéro tatoué du camp d'extermination où il était. Et elle va comprendre qu'elle est juste en train de reproduire ce que les nazis avaient fait. Et t'as tout ce dialogue, c'est juste un dialogue sur justement les souffrances, l'extermination, la haine des autres, et ça c'est juste une partie de ce que dit l'histoire, parce que t'as quand même des X-Men qui vont se battre contre des robots, contre des nanotechnologies, mais dans tout ça tu arrives à influencer toujours une partie d'humanité, une morale, et en fait la force de cette série, c'est que dans les moments d'action où tu vas te dire « Oh les X-Men ils sont trop puissants et tout », d'un coup on va refaire sortir un truc, on va refaire sortir l'humanité, une morale de tout ça, d'une simplicité qui est glaciale. Et voilà, c'est pour ça que je vous conseille X-Men 97, parce que c'est une série animée qui est extrêmement bien faite. Est-ce que, en restant sur animé, tu veux qu'on parle d'un de nos deux coups de cœur communs de cette année? Oui, c'est clairement... ça va dépendre, parce que... Tu veux commencer par lequel? Eh ben, figure-toi qu'il y en a un qui est sorti en septembre 2023 et c'est uniquement fini en 2024. Donc techniquement... Je pense qu'on peut parler de ça, et je pense que ça compte du coup, parce qu'il faut voir la fin pour apprécier. On parle de Free Ren du coup? Ouais, bah voilà, non mais Free Ren, je pense que c'est un de nos coups de cœur communs. Oui. Alors pour ceux qui savent pas, donc c'est un animé où on suit Free Ren qui est une elfe qui donc vieillit très très lentement. C'est un animé de fantasy qui n'est pas un isekai et ça fait plaisir. Est-ce que c'est un shonen? Ça c'est la question qui fâche. Moi je catégoriserais pas ça comme un shonen, Moi mais non plus. si les gens le font, genre c'est pas un neketsu classique on va dire. Mais en gros le principe de base c'est que donc elle est avec une aventurière de héros, un prêtre, un aventurier et puis un nain, et ils ont battu le grand méchant. L'histoire commence au moment où toutes les histoires se commencent terminent. à ce moment-là. Elle vieillit pas, donc elle va partir pendant 50 ans faire un voyage, puis elle les retrouve des années plus tard, et puis en fait ils sont tous vieux, et puis son ami Himmel, l'aventurier, meurt, et elle se dit, mais en fait j'ai passé 10 ans, mais pour elle 10 ans, elle a 1000 ans, donc c'est rien du tout, c'était un battement de cils, et donc là va commencer une nouvelle péripétie, mais toujours traversée par cette espèce de nostalgie du temps qui passe, et on est dans un monde aussi qui est pacifique. Et c'est ça qui est assez étonnant et déroutant, c'est qu'au début, il va y avoir des combats, va y avoir aussi peut-être un peu plus tard quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire un concours ou un tournoi, enfin on l'appelle comme on veut, qui est un classique du shonen, mais en même temps il arrive tard et il n'est pas si important que ça, et le principal des aventures, c'est elle qui va traverser avec Fern, son apprenti et aussi un guerrier, des choses assez classiques. Donc elle va collectionner les sorts classiques pour faire pousser des fleurs, etc. Et pourtant, moi, j'ai quasiment pleuré dans chaque épisode, parce qu'en fait, il y a une certaine mélancolie. En fait, déjà, elle est triste et elle se dit, voilà, j'ai pas profité assez, donc maintenant, je vais essayer de profiter de tous ces petits instants. Et en fait, il y a des choses assez intéressantes à travailler, parce que dans ce monde-là, en fait, la magie, elle est faite par l'imagination.
Et en gros, on apprend que en gros, sa maîtresse, qui était donc très vieille aussi, disait, enfin, Maître. ouais, c'est ça, C'est sa son maître. ancien nom. Maître Flamme, je crois. Ouais, c'est ça. Et en gros, elle disait, bah, c'est la seule qui va pouvoir combattre le méchant final parce que elle peut imaginer un monde en paix. Alors que nous, ce qui aimons la baston, on peut pas imaginer un monde en paix. Et donc, on est dans ce monde en paix là, même s'il va y avoir des combats, etc. Et puis, il va y avoir toujours le côté shonen. Bah, va y avoir cette espèce de pacifisme où en gros on va voir des gens marcher, faire des choses assez simples et tout le propos que ça développe est assez sur le passage du temps est assez beau quoi. Je parlerais plus de nostalgie que de mélancolie parce que Frieren avance. Alors, si j'ai posé la question de Shonen, c'est que, comme l'a dit Louis, il y a des combats, mais ils arrivent assez tard. Le premier combat qu'on voit, il est maximum dans l'épisode 2. Et quand ça commence, on a un peu à faire un slice of life, c'est-à-dire qu'on va suivre les gens un peu dans la vie de tous les jours. Si c'était un tableau, ce serait des scènes de genre, en fait, à tel point c'est proche de... Et il y a ce truc de Frieren qui se rend compte qu'elle a laissé échapper la vie, en tout cas celle de ses amis qu'elle apprécie, elle n'a pas passé beaucoup de temps avec eux, elle essaye de se rattraper et dans toute sa balade, on va toujours avoir des allers-retours avec des personnages qui sont certes plus jeunes. Quand tu prends Stark, il a un syndrome de l'imposteur, enfin, il est un peu peureux, surtout qu'il est extrêmement puissant, il est terrifiant de puissance. C'est pareil pour Fern, qui est aussi terrifiante de puissance. Et c'est intéressant d'avoir une jeunesse justement qui n'a pas totalement confiance dans ses aptitudes et qui a du mal à aller en avant. Donc littéralement le syndrome de l'imposteur face à Frieren, qui est une ancienne héroïne, qui est celle qui a réussi à battre le roi démon, à apporter la paix dans ce monde. Et t'as ce truc des statues de Himmel, le héros, qui a réussi à le battre, qui sont un peu partout. Certaines se souviennent de qui il est, d'autres ne le savent pas. Et tu as tout un rôle de mémoire. Et un des épisodes les plus beaux, c'est un vieux monsieur qui garde un village. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il garde un village. Et tu as Stark, le jeune guerrier, qui va parler avec lui. Et il va juste dire, j'ai fait une promesse à quelqu'un. Et tu vas avoir un flashback de Frieren où tu vas le voir plus jeune, où il va expliquer qu'il a été amoureux de quelqu'un, qu'il a perdu ce quelqu'un et qu'il lui a fait la promesse. Et t'as un peu ce truc de les souvenirs disparaissent, mais il y a quelque chose qui reste, qui est assez beau et qui donne envie très souvent de chialer. Pour préciser, lui c'est un nain, donc il vit assez vieux aussi, mais il a oublié en fait à qui il a fait sa promesse, etc. Et il reste quand même... Mais même dans les moments... En fait, l'avantage de Frieren, c'est que vu que c'est quelque chose de très doux, c'est que quand tu arrives au moment de combat, au moment shonen, t'as toujours un truc qui est impressionnant. Par exemple, le combat, comme j'ai dit, il arrive au plus tôt dans le deuxième épisode. Et même parler de combat, c'est un grand mot, parce que tout ce qu'on va avoir, c'est défense et attaque. Et le combat va s'arrêter là. Et il va falloir attendre un tout petit peu plus loin. Pareil pour Stark, la première fois qu'on te présente Stark, ça se joue en 2 sorts. Il faut attendre l'arc, entre guillemets, du tournoi pour avoir autre chose, qui est un des moments les plus intéressants, parce que si tu prends Naruto, tu as les personnages qui se découvrent entre eux, mais tu les connais déjà. Et l'arc du tournoi, il est réservé à Baston. Pareil, si tu prends du DBZ, l'arc du tournoi, il est réservé à Baston. Si tu prends du Demon Slayer, l'arc du tournoi, il est réservé à la Baston. T'as des moments où tu parles, où tu réfléchis, mais c'est que concentré sur la Baston. Alors que les moments de Frieren où justement tu as l'arc du tournoi, tu vas t'intéresser aux personnes qui sont autour de toi. Parce que Frieren, justement, d'habitude, elle s'intéresse pas aux gens. Et vu qu'elle est dans une nouvelle démarche de se tourner vers les personnes, tu vas apprendre qui ils sont, quelles sont les motivations, et surtout tu vas apprendre les synergies qu'il y a entre les personnages. Pourquoi ils sont amis, pourquoi ils ont confiance, pourquoi ils n'ont pas confiance, et ça marche super bien. Vas-y. Pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que, genre, par exemple, dans Naruto, l'arc du tournoi, il sert aussi à introduire plein de personnages, et c'est justement ça qui est cool, c'est que t'as plein de nouveaux personnages, etc., quoi. Mais dans l'idée, c'est que Frieren, c'est pas l'affrontement qui va définir les personnages. Ils le sont avant. L'affrontement, ça montre juste qui ils sont. Bah moi je trouve que la magie est assez bien jouée, quoi, parce que par exemple en fait les sorts, on voit qu'il y a une histoire de la magie, et en fait c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que on voit que c'est traversé par une histoire, et il y a une histoire, et donc la magie, comme le reste de ce monde-là qui est traversé par la mémoire et l'histoire, eh ben elle évolue. Et par exemple, un des sorts qui était difficile à apprendre, eh ben Frieren va l'apprendre à faire en disant, bah maintenant ça s'appelle juste le sort basique, et il y a même pas de nom pour ça, tu vois, c'est le tir de base. Et en gros, Frieren, elle explique que elle, vu qu'elle est vieille, eh ben ça n'existait pas à son époque, et que du coup, ça va, elle le sort pas automatiquement en fait.
Et du coup, c'est ça qui va la faire défaut, même si elle est très puissante. Et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a une espèce d'évolution comme ça, et elle dit, bah en fait, les humains... En fait, il y a une espèce aussi de réflexion sur les humains, ils vivent 100 ans, et donc t'as une autre elfe qui est en mode, bah moi j'ai eu plein d'élèves humains, et c'est trop nul parce qu'ils durent que 100 ans, tu vois, et du coup je vois tous mes élèves mourir avant moi. Oui, Et ça, c'est beau aussi, chaque sort préféré des gens, parce que justement, la magie, en fait, ça redonne aussi le côté magique à la magie, où c'est pas juste dans plein de mangas pour se battre, tu vois, je trouve que souvent, dans plein de mangas de magie, genre Fairy Tail, c'est comme, tu vois, t'as Lucie qui va découvrir Natsu, elle va faire « Ah, c'est donc ça la magie !» Et puis après, on va pas se rendre compte du côté fantastique de la magie, alors que Frieren, en fait, elle va savourer chaque instant. Et tu vois, même si c'est un sortilège, à un moment, par exemple, pour de mettre du linge propre, parce que je crois qu'à un moment, elle cherche ça, et ben en fait, c'est ce côté, bah ouais, c'est fantastique, tu vois. Et je trouve ça, c'est une force. Et attention, je vais dire du bien d'Harry Potter. Dans le 5 ou 4, je sais plus, il prend un porte au loin, il arrive, c'est le 4 du coup, je pense, il arrive dans des tentes, et les tentes sont plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu vois, t'as parlé de Doctor Who. Et tu vois, il y a... Et en fait, il redécouvre ça et il dit un truc genre « Ah, j'adore la magie ». Et je trouve que ça fonctionne hyper bien parce qu'il faut toujours rappeler que la magie, c'est pas censé être naturel. Et voilà, ce côté émerveillement qu'au final, on perd un peu quand ça a une œuvre très très longue sur la magie, comme si ça devenait... voilà, tu te téléportes comme tu changes de chemise, quoi. mais c'est vraiment qu'il prend ironiquement, enfin, c'est l'âme même de Frieren, c'est de prendre son temps. C'est-à-dire que quand les démons arrivent, on te dit pas c'est les démons, ils sont méchants. Alors Frieren est raciste, enfin raciste des démons, mais c'est des démons quoi. Je veux dire, il y a vraiment ce lien que tu peux mettre. Les démons, c'est juste des néo-nazis et les humains, ils sont en mode non, mais en fait, si tu négocies avec eux, ils sont sympathiques. Et ta Frieren, en mode c'est des néo-nazis. Je veux dire, tout est dit, arrêtez. Ouais, c'est un peu ça. Et derrière, ils sont en mode haha, on a comploté pour vous tuer. Les humains, ils sont en mode on s'en doutait que vous le ferez. Et t'es en mode bah oui, tu t'en doutais, c'est des néo-nazis. Mais ouais. tu vois, les démons, on te les introduit, on te dit pas juste c'est des néo-nazis, on te dit c'est maléfique, les hommes se sont battus dans, mais on te parle aussi de leur culture, que chez les démons, ta force qui introduit ton rang, c'est le fait de montrer ton pouvoir, et que normalement tu caches pas ton pouvoir, donc tous les démons, ils arrivent à statuer. Oula, j'ai tapé mon micro. Ils arrivent à statuer en face d'eux qui est puissant, s'il est au-dessus ou pas d'eux, parce que justement, ils voient leur aura. Ils font pareil avec les humains, c'est-à-dire que, ouais, certes, il a une brogue sur la tête qui dit qu'il est roi, mais son aura est plus bas, donc c'est pas une menace. Et à chaque fois, on t'introduit ça. Pareil, pour les elfes, t'as ce côté, bah, les elfes disparaissent parce que les elfes, comme Frieren, considèrent qu'ils ont du temps, donc ils ont le temps pour apprendre le sort, ils ont le temps pour connaître les gens qui les entourent, ils ont le temps pour avoir des enfants, et tu as toute cette conception de, oui, ils vivent très longtemps, mais ça veut pas dire pour autant que le temps s'arrête pour eux, c'est-à-dire que le temps continue à découler. Même s'ils ont une perception différente, bah tes amis finissent par mourir si tu ne reviens pas les voir assez vite, Frieren. Ouais, alors contrairement à peut-être une autre série qui nous a marqué tous les deux, où justement on sent le passage du temps vraiment fortement, puisque ça parle d'un enfant qui va grandir et va arriver jusqu'à l'adolescence. Samuel. Ouais, c'est trop bien. Tu sais que quand j'ai découvert Samuel, la première chose que j'ai fait, je crois que c'est au bout du 5e épisode, je l'ai envoyé à tout le monde, y compris à mon frère qui est très dur, en lui disant « Regarde ça, c'est sur AT, c'est une dinguerie ». Et au final, sur la dizaine de personnes à qui je l'ai envoyé, il y a la moitié qui l'ont regardé et qui m'ont fait « C'est une dinguerie, c'est trop bien ». Ouais, c'est toi qui m'as fait découvrir, Oui. mais c'est vrai qu'en plus tu manges un petit épisode, et puis après t'en prends un autre, et puis après, bon, t'as fini le paquet, quoi. Ouais, mais c'est drôle parce que ça reste... Alors, je dirais que ça reste dans la nostalgie parce que quand tu regardes Samuel, t'as un peu ce truc... J'ai jamais vu quelqu'un autant dépeindre bien un enfant et entre guillemets dépeindre bien notre enfance. Parce que tu es vraiment dans un lieu commun où tu te dis ouais, oui. Je sais ça. Ça touche un peu tes souvenirs. Ah, c'est fou. Genre le côté MSN ou les conversations un peu nulles, le fait qu'il reçoit juste un petit message et qu'il soit en crise absolue. En gros, donc pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs en plus vous pouvez aller voir parce que c'est gratuit. Donc Samuel, c'est une série qui a été faite par Émilie Tronche, si je me trompe pas. Où les épisodes durent peut-être 5 minutes max. Et voilà, il y en a une vingtaine, je crois, et ça raconte donc un enfant qui va grandir de son animation avec des dessins très minimalistes, et il va grandir de, je sais pas, de ses 8 ans à 12 ans peut-être, je suis pas très fort en âge, mais voilà, et on va voir le style aussi évoluer de comment il raconte un peu par rapport à son histoire.
Il lui raconte des trucs qui lui arrivent, il lui raconte des histoires personnelles, il raconte même ses peurs. J'aime beaucoup quand il dit qu'il fait des cauchemars où sa mère, c'est pas sa mère, et que quand il est réveillé, il dit ouais, parfois, pour vérifier que c'est bien elle, je fais exprès de la mettre en colère. Et tu vois pas exactement la scène où il la met en colère, tu vois juste lui en train de regarder sa mère, et avant que la scène se coupe, tu Ouais. vois avec sa main qu'il est en train de pousser un bol de la table, et tu sais ce qui va se passer. En gros, tu vois à chaque fois que tu peux t'identifier ou tu peux reconnaître une situation parce que c'est ancré aussi dans notre époque. Ouais, mais c'est vraiment un truc particulier, c'est que c'est assez dur de parler de Samuel parce que c'est vraiment un truc qu'il faut mettre devant les yeux des gens pour faire ce lien-là. C'est-à-dire que quand je C'est le clair. racontais, je disais oui, c'est un truc, ça parle de l'enfance et tout. On me disait ok, mais en fait, quand tu regardes un premier épisode, t'as un déclic en mode de putain, mais ça me touche. Il y a un truc dans le dessin, il y a un truc dans l'histoire. T'arrives à te retrouver dans Samuel, même dans ses histoires d'amour, sachant qu'il n'y a pas que Samuel, il y a aussi ses copains. T'as notamment un épisode autour de Bérénice, qui est une des filles les plus cool dans la cour des récrés. Et à chaque fois, ça prend le temps de te parler de qui ils sont, mais ça te prend le temps de parler de qui ils sont à travers leurs yeux à eux, de la façon dont ils se décrivent, de la façon dont ils se perçoivent par rapport au reste. Le fait qu'ils se considèrent comme gentils, qu'ils essayent de faire des trucs gentils, mais que parfois, ben, ils peuvent juste être méchants involontairement ou volontairement parce que ça reste des enfants. Ouais, moi ça me donne vraiment le smile et à chaque fois que je... Enfin, j'ai revu des épisodes là et j'ai le smile en permanence. Et je trouve que ça pourrait être associé à un petit Nicolas moderne un peu, Ouais, grave. je pense. Parce que tu vois, quand tu lis le petit Nicolas, tu vois qu'il y a des trucs un peu Mm. passés où il parle de jouer aux billes, il parle du bouillon, etc. Et là, c'est moins ancré dans notre époque à nous, alors que là, Samuel, et en plus certains dessins, je trouve qu'il y a le côté minimaliste qui ressort. Qui sont un peu là, l'épisode de la piscine, où enfin, chacun pourrait voir des situations qu'il a déjà vécues. Ouais, c'est vraiment une replongée dans l'enfance. Feel good en plus, ce qui Ouais, est un truc parfait pour notre époque. et la musique à la guitare électrique est juste incroyable. J'adore la BO De Samuel. de Samuel. Moi, il me reste un dernier truc. Mais est-ce que tu veux parler de ton dernier truc avant? Si t'as un dernier Moi, il truc. m'en reste deux techniquement. Ouais, Et il y a un où je voulais te poser la question parce que peut-être tu l'as rattrapé. Je voulais revenir sur Furiosa qui a pas trop marché. J'ai pas Toi, pu t'en le as pensé rattraper. quoi? D'accord. Bah, parce que moi, j'ai trouvé que c'était. Alors, c'est vrai que ça. Je n'ai pas trouvé que ça valait Mad Max, mais j'ai pas trop compris pourquoi il avait pas marché. Parce que j'ai trouvé ça vraiment bon. Et je trouve ça un peu dommage parce que il arrive à faire une proposition différente tout en proposant quand même du Mad Max. Il y a une séquence, notamment de poursuite de camion, qui fait vraiment Mad Max Fury Road. Mais là, il y a beaucoup plus de. Ça parle beaucoup plus de comment on raconte les histoires, de cette importance-là, etc. Et ouais, voilà, George Miller qui arrive à quand même pondre des trucs comme ça, c'est assez fort, quoi. Ouais, se relancer. Mais quand tu regardes les tops de fin d'année de tout le monde dans leur top 10, voire dans leur top 5, il y a Furiosa. Je crois que si tu vas voir sur Sens Critique, Furiosa, il doit être dans le top 5. Et c'est un film que beaucoup de personnes a aimé, mais qui vraiment a juste été boudin en salle. Les gens ne sont pas allés le voir. Ouais. Donc c'est peut-être lié au moment où il est sorti, il devait y avoir un autre film face à lui, mais les gens ont juste fait Furiosa. Non. Ce qui est dommage parce Ouais, que c'est du coup clair. il avait prévu un troisième film, je crois, 3 voire 4 films, mais qui avec le plantage de Furiosa n'auront sans doute pas lieu. Après, il a fait Mad Max, ça avait marché à don, c'est pas parce qu'il se plante une fois qu'il faut tout le couper sous les pieds, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Sous les pieds, Happy Feet, George Miller. Mhm. Wow, est-ce que tout est lié? Je sais pas, mais moi je veux qu'on fasse une émission Happy Feet à un moment. Enfin, en tout Thierry cas, Gilliam. George Ok, c'est bon. Miller, George Miller et les animaux, parce qu'on pourra faire Happy Feet et Babe. Et sinon, aussi, je voulais revenir un tout petit peu sur Miséricorde, et pareil, j'ai pas trop envie de le défendre parce que j'ai vraiment adoré. Je sais pas si tu l'as vu de Non, Alain Guiraudy. mais je t'ai dit, j'ai vraiment loupé mon année 2024, ça m'énerve. Et mais voilà, et comme il est au César, bon, je me dis, c'est mérité, et j'ai pas forcément plus envie de le défendre que ça, ou en tout cas d'en parler. Mais ouais, c'est ça, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui revient suite à une mort chez un de ses meilleurs amis, et il y a la mère de ce meilleur ami chez qui va se passer des choses, et c'est difficile de parler de ce film sans spoiler, mais ça parle de la ruralité, et aussi un petit peu de la sexualité dans la ruralité, on va dire ça comme ça. Ça parle de beaucoup de choses de manière assez subtile, et voilà, foncez le voir. Pour ceux qui ont peur un peu au début, accrochez-vous, je trouve que ça... disons qu'il faut passer, je pense,
la moitié du film pour le comprendre au moins et pour se dire ah oui ok je comprends tout l'intérêt de ce film-là. Mais voilà, foncez le voir et j'espère qu'il va gagner aux Oscars, au César, même si c'est pas une cérémonie dont voilà je me sens très très proche. Ouais, il a des chances parce que tu sais, tous les ans, quand on fait la liste des films qu'on va peut-être envoyer pour nous représenter aux Oscars, t'as toujours un film français un peu particulier. Par exemple, l'année dernière, t'avais La Goutte d'Or qui était proposée parmi les différents films qu'on avait, notamment Anatomie d'une chute et Truc de bouffe, dont j'ai plus le nom, je suis désolé, mais qui j'ai pas vu, mais dont j'entends énormément de bien. Et cette année, dans la liste des films, t'avais Emilia Pérez, tu avais Le Comte de Monte Cristo et t'avais aussi Miséricorde, qui était du coup en lice pour éventuellement être envoyé. T'as toujours ce petit film en plus... toujours un peu caché qui est en mode peut-être pas, peut-être qu'il y a. Bah après, je pense sincèrement que Miséricorde aurait pas gagné aux Oscars parce que je trouve que c'est pas un film à Oscar. Ouais. Mais il va y avoir un truc plus fast en général pour les Oscars. Ouais, mais tu sens que lorsqu'ils font la liste des films à envoyer, ils se disent ok, qu'est-ce qu'on trouve que le cinéma a bien fait cette année? Et t'as toujours 2 gros films et t'as toujours des films un tout petit peu plus discrets. Et Miséricorde, c'était le film discret de cette session-là. Ouais. Alors, en parlant de discret, moi je vais terminer sur un film que j'ai pu rattraper et qui s'est classé extrêmement haut. Il est dans mon top 3 des meilleurs films de l'année dernière. Il est vraiment sorti l'année dernière. Et je vais encore plus te surprendre parce que plus qu'un film, c'est un documentaire. Et ce documentaire, c'est un film, du coup. Il s'appelle River Boom. Mais oui, mais il est sorti en 2023, j'ai tellement envie de le voir. Et ben, en France, il est sorti en 2024. Ouais, ok, ça marche. En plus, j'ai hésité, j'ai vu et je me suis dit, ouais. Tu l'as vu au final ou tu l'as loupé? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Je suis content parce que depuis tout à l'heure, tous les films dont je parle, tu les as vus et je suis content de finir par un film que t'as pas vu. Alors, River Boom, ça parle en gros de 3 personnes qui, après les attentats du 11 septembre, vont en Afghanistan parce que les Américains sont intervenus et ils veulent voir si ce qu'ils appellent la Pax America a fonctionné. Puisque les Américains, ils étaient partis pour imposer la paix en Afghanistan. Et en gros, ils te disent, t'as la zone, la Green Zone. La Green Zone, c'est simple à délimiter, c'est Kaboul, c'est une ville en Afghanistan. Et la Red Zone, ce qui n'est pas sous contrôle américain, c'est tout le reste de l'Afghanistan. Et du coup, tu vas suivre 3 personnages. Serge Michel, qui est le journaliste envoyé pour enquêter dessus pour Le Figaro. Tu vas suivre Paolo Wood, qui est un photographe qui fait des photos en noir et blanc. Et tu vas avoir Claude Bachstol, je m'excuse si je prononce mal son nom, qui lui est juste là pour faire la route avec Serge jusqu'en Afghanistan et prendre 2-3 photos en gros sur le trajet pour le début de son voyage. Et ensuite, Paolo prend le reste du travail. Donc Serge arrive, il se dit c'est cool et tout, bon je les laisse, ça me fait un peu chier et tout parce qu'ils vont vivre des trucs incroyables. Et au moment de partir, il va à l'aéroport, il fait ouais je voudrais un billet pour partir. Ils sont en mode en fait on n'en vend pas. Et il est en mode comment ça? En gros, il monte l'avion au mec, il fait ouais, il y a des avions, il monte l'avion sur le tarmac et c'est un avion qui est démonté. Et en fait, t'as pas vraiment de vol en Afghanistan. Et du coup, il se dit je vais suivre Serge. Et en fait, tout le film, c'est juste que Serge se dit s'il vient avec nous, j'ai déjà un photographe, c'est Paolo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner à Claude une caméra et Claude va être notre caméraman. Et tout le film, c'est les images que Claude a filmées. Et c'est très particulier parce que Claude, il en parle par-dessus. Ça va pas être un documentaire, entre guillemets, classique. C'est-à-dire qu'on va pas avoir, si on prend Blackfish ou d'autres documentaires, une voix off qui va t'expliquer ce que tu as devant les yeux, comment tu prends un engagement, le contexte et tout. Tu vas avoir du contexte, mais ça va toujours être raconté par Claude. C'est on dit documentaire de création quand c'est pas un documentaire à visée informatif. Ouais, mais là, en fait, la particularité, c'est vraiment que c'est raconté du point de vue de Claude. Tu as des informations, par exemple, il t'explique des choses, notamment via l'opium, qui est une drogue, et les Américains, quand ils sont venus avec l'Europe, ils se sont dit, c'est bon, on y a mis fin. Et pendant qu'ils se baladent en voiture, ils tombent sur un champ de cannabis, et ils sont en mode, tiens, c'est bizarre. Pourtant, les gouvernements avaient dit qu'ils y avaient mis fin. Et tu as tout ce truc aussi par rapport à lui-même, Claude, qui explique qu'il a peur un peu tout au long du voyage et que Serge et Paolo ils sont en mode mais c'est pas grave, on va aller boire, on va faire un peu notre vie. T'as une scène où par exemple Paolo il sort de la voiture, il commence à marcher dans un champ, sauf que le champ est totalement miné. Au tout début du film, il te donne le rapport, genre pour un habitant, tu as environ 5 mines dans le pays, ce qui est énorme. Et Claude, il commence à marcher sur un champ, tu sais pas s'il y a des mines ou pas, et il fait ouais, non, mais en fait, j'ai suivi les crottes de lapin parce qu'ils vont pas chier sur des mines.
il se met en danger et au final, le résultat, c'est qu'il a pris une photo, mais c'était une photo qui est floue. C'est pareil, Serge, il va voir un des deux commandants chefs de guerre et il se dit, oui, il va être diplomatique et tout. Il lui dit, ouais, à cause de vous, il y a des gens qui sont encore en train de mourir et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et t'as Claude qui est en mode, mais qui est derrière la caméra et qui est en mode, il est en train d'engueuler une des deux personnes qui contrôlent le pays, qui peut nous faire assassiner à n'importe quel instant. Et c'est très cool d'avoir ce côté devant caméra, derrière caméra, et toutes ces pensées. Et je vais donner une réponse que je me suis posée au début du film, qui est que s'il a filmé toutes ces images en 2002, pourquoi est-ce qu'on les a qu'aujourd'hui? Et je vous spoil la toute fin du film, désolé. Mais qu'il y a un truc très con, c'est que quand il est revenu d'Afghanistan, il a donné toutes les pellicules qu'il avait prises, toutes les cassettes à être développées. Et en fait, les cassettes ont été perdues. Et il y a son ami qui l'a rappelé il y a 2 ans, un de ses potes à qui il avait confié les cassettes, qui lui dit, ouais, en fait, j'ai retrouvé tes cassettes, je les jette ou tu vas en faire un truc? Et c'est la raison pour laquelle on a le film devant nos yeux. C'est marrant parce que j'ai une histoire un peu personnelle avec Reboot Boom, dans le sens où, en gros, j'avais vraiment envie de le voir et j'ai découvert ce film parce que, bon, je vais un peu raconter ma vie, mais avec un ami que toi tu connais, donc Tim et Benoît, on a fait un film. On leur dit coucou. On a fait un film d'1 heure où, en gros, c'est un espèce de pareil documentaire road trip. Où il y a des blagues, etc., et qui va jouer sur ce côté un peu road trip body movie, mais en même temps documentaire où on raconte des choses. Et donc on fait la projection du film, ça se passe bien et tout, et genre quelques jours après, je vois River Boom et je me dis, non mais c'est trop chiant parce que c'est le même film, sauf que eux, il y a un sous-texte politique, alors que nous, on est juste des gars qui font des blagues. Et je me suis dit, putain, c'est... Et du coup, j'étais pas frustré, mais voilà, ça m'a fait rire de voir que c'était le même dispositif, mais pour raconter quelque chose autrement plus, on va dire, grave. Mais en même temps, je trouve ça cool d'avoir un sujet grave comme ça, qui est traité une espèce de légèreté. Voilà, je trouve ça vraiment bien et j'ai très très envie de le voir. Ouais, mais vraiment, la narration de Claude a fait énormément. En fait, c'est vraiment avoir son point de vue et son recul qui, lui, n'est pas journaliste, qui est intéressant parce qu'il te dit, ouais, telle personne m'apprécie bien, avec telle personne, ça semble compliqué. Le tout début, en gros, il lui donne une caméra, il lui fait faire une fausse carte disant qu'il travaille pour la télévision suisse parce il est suisse de base. Enfin, ils sont pas tous suisses, Paolo c'est à part, mais ils sont suisses, oh là. Et en gros, de base, il lui a fait une fausse carte disant qu'il était journaliste, il lui en fait une deuxième, c'est une fausse, donc c'est pour qu'il traverse le pays en espérant ne pas se faire tuer, et tu vas avoir des rencontres à chaque fois où c'est tendu, pas tendu, et même lui, ça lui permet de faire un deuil parce qu'il a perdu des gens très proches. Et t'as vraiment ce contexte politique dans une zone qui est compliquée, de laquelle tu as très peu d'images, avec à chaque fois des explications sur qui est qui fait quoi, pourquoi est-ce que actuellement c'est un problème. Notamment, tu as un moment où il parle avec les Américains qui t'expliquent que cette zone est compliquée, et tu as le journaliste qui fait ouais, mais du coup dans cette zone il y a tel peuple, tel peuple, tel peuple, tel peuple, telle union, telle association. Du coup, c'est contre qui vous êtes ennemis? Et il a une réponse un peu bateau en mode on veut pas définir l'ennemi, et t'es en mode ouh là ça va être compliqué. Et derrière tu as Claude qui fait bon bah voilà, on marche depuis des heures et j'ai mal aux pieds, j'aimerais bien arrêter. Ça fait vraiment bien la jonction entre les deux, et vraiment le réalisateur y est pour énormément, même si c'est pas les plus belles images que vous verrez parce qu'il est pas caméraman. Comme disait Louis Buñuel, je m'occupe pas de la beauté des images, si l'image est belle, c'est son problème. C'est drôle parce que Claude il a un truc un peu comme ça, parce que Paolo il a peur qu'il prenne sa place, et du coup il lui montre cette photo, et ces photos il les appelle des too light photography, et en fait c'est que lui qui veut prendre une photo, mais genre ils sont en voiture, tu sais, ils voient un super décor, il fait oh je vais prendre la photo, mais vu qu'il est en voiture, bah le temps qu'il prenne la photo il a que la moitié de l'image qu'il voulait. Et c'est un concept que je trouve trop cool en fait. Moi, il y a un dernier film que je voulais évoquer qui, pareil, dans les tops a déjà marché, etc. Je pense que ça doit être dans les tops de critiques un peu. Je pense qu'il a marché de manière raisonnable pour un film d'arrêt d'essai en France. Et c'est... Tu sais de quel film j'ai parlé ou pas? Non, j'attends que tu dises parce que je suis en mode film d'arrêt essai. Je suis en mode il y a de grandes chances que je l'ai pas vu, mais je connais peut-être son nom, tu vois. C'est Le mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi,
que j'ai adoré vraiment. C'est sorti. Alors moi, je l'ai vu je crois que c'est en 2024, c'est donc début d'année. Je crois que je l'ai vu en avril. T'es au Palme, je crois. Il était peut-être à Cannes. Je Peut-être confonds à avec Cannes. Il a fait la Mostra aussi de Venise. Et donc, bah, ça raconte quoi? Ça raconte un gars qui fait pas mal de trucs dans sa campagne près de Tokyo. Donc, c'est vraiment un petit village et qui suit une petite vie calme et qui vit avec sa fille. Et en gros, il y a des gens qui vont arriver dans ce village-là avec un projet de construction de glamping. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. C'est comme... C'est du camping glamour. C'est l'idée que tu fais du Exactement. camping, sauf qu'il te faut des toilettes automatiques, de la lumière, un seul chauffant et un robot qui te fait en gros tes cocktails. Exactement. Ah, il n'y a pas de C'est- robot, mais dans l'idée, c'est ça. C'est exactement. Et donc, en fait, va s'en suivre une discussion avec les villageois. Et du coup, Takumi, qui est un peu le gars qui gère, on va dire, qui gère plein de trucs, tu vois. Enfin, je me souviens même plus exactement de ce qu'il fait parce qu'il a plein de métiers différents, qui va être un peu le médiateur entre tous ces gens-là. Et va s'en suivre donc entre l'entreprise qui veut installer du glamping près du village pour alors, je sais pas comment s'appellent les gentilés de Tokyo, mais les gens de Tokyo, Les Tokyoïtes. pour qu'ils puissent. Ouais, les Tokyoites peut-être, ouais. Mais alors en gros c'est voilà un glamping qui veut s'installer dans la nature et en gros sauf que ça va détourner l'eau, donc il y a tout un truc par rapport à la construction et en même temps bah ça va aussi détourner les cerfs, donc pour la chasse c'est pas évident, enfin voilà. En fait c'est pour pas déranger l'écosystème et en gros ça va créer du conflit d'une certaine manière et donc tu vas voir ce gars Takumi qui lui est dans sa nature se confronter à un peu des requins mais qui veulent bien faire, tu vois, il y a pas cette idée de caricature ils sont requins, ils veulent vraiment détourner, il y a un dialogue et il y a une confrontation mais que se fait vraiment par la voix et en fait il y a en même temps, c'est un film qui est très contemplatif parce que son processus de création, je vais en parler un petit peu, a été assez particulier. Et en même temps, il y a une scène, je pense, de 10 minutes, je pense que c'est honnêtement de dialogue où c'est un espèce de conférence où ils présentent leur projet aux villageois qui est jouissif au possible parce qu'ils se font rembarrer par les villageois qui vont tout démonter leur argumentaire. Ça dure 10 minutes et je trouve que c'est une des meilleure scène de l'année. Mais du coup, ça met aussi en avant une certaine guerre des classes, non? Ouais, mais c'est au-delà de la guerre des classes, c'est plus ruralité versus ville, mais effectivement, t'as ce côté guerre des classes, mais qui est pas tant présente. C'est vraiment plus ruralité vers ville, et sans avoir ce côté vraiment les villages. Enfin, il y a pas ce côté les villageois sont réfractaires en fait, parce que il y en a une qui le dit très bien. Elle dit bah moi ça fait que 2 ans que je suis là. De toute façon ici c'est une ville d'étrangers, il y a que des étrangers, donc on n'est pas réfractaire aux gens qui y arrivent. C'est juste que là, bah, ça va détruire tout cet écosystème-là, en fait. Donc on fait ensemble, on fait pas contre les uns les autres. Ouais, c'est ensemble et pas chacun pour soi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il y a ce truc-là de classe où on voit que le gars de la, on voit que le gars de la, de l'entreprise, à un moment, il essaye de couper du bois et il commence à se dire, ah putain, je pourrais habiter dans la ruralité, etc. Tu vois un peu, tu vois le gars qui veut être néo-rural, qui a jamais vécu, néo-rural, pardon, et qui a jamais vécu là, etc. Et c'est un film, je disais, qui est contemplatif à certains moments, sauf le moment où il parle beaucoup. En fait, il y a vraiment un très 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 fort contraste entre les deux. En fait, le processus est intéressant parce que la compositrice, donc Eiko Eishibashi, qui travaille souvent avec Hamaguchi, elle faisait un projet de projection et elle lui a demandé de filmer des plans en fait un peu pour faire du... Alors je sais pas exactement, et du coup il a filmé des choses et il en a fait un film de 50 minutes. Et en fait, Le mal n'existe pas vient de ce film-là. Alors c'est pas tout à fait la même histoire, c'est une histoire tout à fait différente, mais du coup il y a une omniprésence de la musique, mais en même temps elle fait de la musique mais qui est très minimaliste, avec beaucoup de sonorités, etc. C'est plus des expériences sonores à proprement parler que de la musique que tu vas écouter comme ça. Donc il y a un processus qui est très intéressant et c'est ce qui donne aussi ce côté assez contemplatif du film. Mais que moi j'adore et comme tu peux le sais, je suis assez sensible aux projets qui mixent un peu le cinéma avec d'autres types de projets, donc ça me parle beaucoup. Voilà, ça parle de la nature, de la beauté de la nature, et le film, sans rien spoiler, a une certaine radicalité dans son propos, et aussi un espèce de mystère dont je ne dévoile pas, et le titre est hyper intriguant, quoi. Le mal n'existe pas. Mais ça, il faut avoir vu le film pour le comprendre, ou pas d'ailleurs. Quand tu dis mystère, c'est mystère humain ou c'est mystère naturel?
Mystère humain. Mais je trouve qu'il redonne un peu un côté fantastique à la nature. Surtout vers la fin que je dévoile pas. Voilà. Alright, keep your secret. Est-ce que t'as aimé donner autant d'amour à autant de films, Damien? Ça faisait longtemps que j'avais pas autant partagé sur des trucs que j'ai vraiment adoré. Super. Est-ce que maintenant t'es prêt à haïr? Ça va être dur, mais on va faire de notre mieux. Ouais, peut-être on va pas être d'accord en plus. Et ça, on va non seulement haïr des films, mais on va se haïr entre nous. Et ça me brise le cœur. Oh, j'aime pas trop. J'ai hâte d'entendre ce que t'as choisi comme film, mais ça m'inquiète là. C'était l'épisode de Projection perdue sur une rétrospective coup de cœur de 2024. Un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi-même Damien. Cher public perdu, j'espère vous reparler très vite. À toi aussi Louis. Et ben moi aussi, et ça tombe bien, parce qu'on va bientôt enchaîner avec les déceptions de 2024. Avant de conclure, s'il y a des films coup de cœur que vous avez vus cette année et qu'on n'a pas évoqué et que vous écoutez notre podcast sur une plateforme où vous pouvez laisser un commentaire ou un avis, n'hésitez pas à laisser un film que vous avez adoré et qu'on n'a pas évoqué. N'hésitez pas en fait à parler de vos coups de cœur.